Quelques années avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler avait une idée qui ne le laissait pas dormir à voir sa propre force de sécurité. Pour cela, il travailla inlassablement avec une attention minutieuse pour former un groupe d'hommes préparés à la fois militairement et intellectuellement afin de protéger ses arrières et de vaincre l'ennemi. Aujourd'hui, chers adeptes, nous allons découvrir les troupes personnelles du Führer, Leibstandart Adolf Hitler. Le 12 septembre 1919, Adolf Hitler participa aux premières réunions du Parti ouvrier allemand dans le but d'appartenir à une organisation politique alignée à son idéologie. Ce même groupe deviendra, des années plus tard, le Parti national-socialiste. Cette même année, le futur Führer ressentit le besoin de protéger son intégrité, initiant ainsi un processus pour créer une force de sécurité dans laquelle il se sentirait en sécurité. Accompagné initialement par ses collègues Julius Schreck, Wilhelm Bruckner, Julius Schaub et Ulrich Graf, il opta pour créer les Sturmabteilung, également connus sous le nom de SA ou chemise brune. Ces nouvelles forces s'inspirèrent du modèle de la 19e compagnie de grenadiers de l'armée et inclurent même certains de ses hommes. Quelques mois avant le putsch de Munich de 1923, lors duquel Hitler et Rudolf Hess tentèrent de provoquer un coup d'État, la SA commença à rechercher des hommes capables de défendre et d'être loyaux aux croyances dictées par le national-socialisme. Cette recherche fut interrompue de manière inattendue, car après le putsch mentionné, Adolf Hitler fut emprisonné et le Parti national-socialiste ainsi que toutes ses unités paramilitaires furent démantelées. En avril 1925, quelques semaines après sa sortie de prison, Hitler chercha à organiser ses forces de sécurité tant désirées. Dans le but d'éviter les imprévus rencontrés à Munich, il ordonna la formation d'une nouvelle unité de garde du corps, capable de le protéger contre toute adversité. Il créa donc le Schutzkommando qui fut peu après renommé Sturmstaffel, ou escadron d'assaut. Enfin, les forces hitlériennes changèrent définitivement de nom pour devenir les Schutzstaffel, plus connus sous le nom de SS. 8 ans plus tard, les SS avaient considérablement augmenté. Les jours où seulement 8 hommes protégeaient le dos du leader allemand étaient révolus. Une organisation de 50 000 effectifs se préparait à affronter les temps les plus sombres de l'humanité. Après avoir assumé le poste de chancelier, Hitler a remplacé à la fois les gardes traditionnels du Reichswehr et ceux de la police d'État. Il considérait qu'il avait besoin d'hommes de confiance pour ne laisser échapper aucun détail. De plus, il a ordonné la création d'une force chargée de l'escorter à la fois à Berlin et lors de ses déplacements officiels. Le 17 mars, Adolf Hitler a fondé la garde personnelle et armée Stabswache Berlin, qui a ensuite été rebaptisée Stoßtruppe et qui était divisée en plusieurs unités. L'une d'elles a été appelée Sonderkommando Berlin, qui après quelques semaines a réussi à atteindre 120 adeptes. La Stabswache Berlin est devenue le Sonderkommando Zossen et a compté 3 compagnies d'entraînement dont les instructeurs provenaient à la fois de l'armée et de la police. En plus de leurs tâches de garde conventionnelle, cette force spéciale avait le pouvoir d'agir comme police armée et de mener des missions antiterroristes. En septembre 1933, les forces hitlériennes ont ajouté 3 nouvelles compagnies appelées SS Sonderkommando Jüterbog. Ces unités se sont fusionnées avec la Stabswache pour former la Adolf Hitler Standard. Le 9 novembre, le militaire allemand a décidé de rebaptiser ces forces et de les appeler Leibstandart SS Adolf Hitler, c'est-à-dire la garde personnelle d'Adolf Hitler. Contrairement au SS, qui était alors dirigé par Heinrich Himmler, la Leibstandart devait suivre exclusivement les ordres du commandant SS Gruppenführer, Joseph Sepp Dietrich. En face de la Feldherrnhalle de Munich, des centaines de soldats prononcèrent les mots du serment de loyauté SS « Je te jure, Adolf Hitler, en tant que Führer et chancelier du Reich allemand, loyauté et courage, je te jure, à toi et aux supérieurs que tu désigneras, obéissance jusqu'à la mort, que Dieu me vienne en aide. » Les hommes de la Leibstandart étaient considérés comme plus capables que la plupart des soldats allemands, y compris ceux de la Wehrmacht. Pour faire partie de cette division, les effectifs devaient répondre aux exigences suivantes. Avoir un certificat d'arianisme approuvé par la signature de Heinrich Himmler.
Avoir une taille minimale d'1,80 m. Ceux qui n'atteignirent pas cette taille étaient envoyés à la Totenkopfverband, une sous-unité des SS, disposée d'aptitudes physiques et intellectuelles supérieures à la moyenne. Avoir une apparence physique conforme aux normes préétablies. Chaque effectif restait en état de recrue jusqu'à ce que ses supérieurs considèrent qu'il avait réussi à la fois ses cours de doctrination idéologique et ses compétences en infanterie et en maniement des blindés. Seuls ceux qui remplissaient le modèle de super-soldat athlète étaient capables de passer les examens. Cela incluait une inculcation de préceptes basés sur la haine des Juifs et du communisme. Parmi les exercices à réaliser, ils devaient utiliser des munitions réelles et être capables de placer une mine magnétique sur un char. Ils devaient également savoir résoudre des situations de danger, mener des assauts rapides sur des positions ennemies, assumer le leadership en combat et proposer des initiatives à leurs supérieurs. En outre, ils bénéficiaient de formations en haute montagne, d'assaut sur la plage, de neutralisation de pièges et de réalisation d'incursions commando en territoire ennemi. Chaque aspirant ou recrue avait la pleine faculté de renoncer librement s'il ne supportait pas l'entraînement. Une fois le serment prêté, la décision était irrévocable jusqu'à la mort. En fait, les leaders avaient tendance à exercer une pression psychologique sur les postulants pour filtrer ceux qui ne pouvaient pas supporter leur rôle de soldats. Leurs uniformes étaient connus pour être noirs, avec une manche où était inscrit le nom Adolf Hitler. De plus, leur emblème était une tête de mort, un symbole populaire qui avait été utilisé dans plusieurs unités d'élite du royaume de Prusse et du Second Reich. Cette formation a été créée à la fois pour mener des missions transcendantes et pour protéger exclusivement le futur dictateur nazi. Initialement, leur tâche consistait à garder la chancellerie du Reich à Berlin, à monter la garde aux principaux accès du palais et au bureau de Hitler. Créateur d'une forte amitié avec Hitler, Dietrich avait une totale liberté pour prendre des décisions sans consulter aucun supérieur. En fait, selon les paroles de Himmler, le chef de la Leibstandarte jouissait de plein pouvoir pour faire ce qu'il voulait en matière de budget. Hitler lui-même lui avait donné l'autorité pour utiliser l'argent à sa guise. De plus, Dietrich était l'un des rares privilégiés à avoir un contact direct avec le chef des SS. À la fin de 1933, les bureaux de la Leibstandarte furent transférés à la caserne de Berlin-Lichterfelde, où ils bénéficièrent d'un plus grand confort et d'une meilleure infrastructure pour protéger les arrières du dictateur allemand. De plus, ils installèrent à Bad Tölz, ville de Bavière, une académie militaire appelée SS Junkerschule. Les piliers de cet institut étaient basés sur les principes énoncés par Felix Steiner qui disait « Nous avons besoin d'un type de soldat adaptable et flexible, athlétique et capable de supporter plus que la résistance moyenne. » À la SS Junkerschule, ils disposaient de terrains de football, de salles de boxe, de gymnases et de piscines à la fois extérieures et chauffées. Ils exigeaient également une formation dans des domaines non militaires, y compris la conduite. Ils devaient lire un livre d'étiquette contenant des instructions sur les manières à table. En outre, ils recevaient des ordres quelque peu curieux, comme par exemple la manière correcte de terminer une lettre. Cela consistait à écrire « Heil Hitler, sincèrement vôtre » et le nom de l'expéditeur. Une autre lecture obligatoire était Mein Kampf, livre écrit par Adolf Hitler. En 1934, la Leibstandarte Adolf Hitler était consolidée et comptait environ 1000 hommes dont la plupart étaient liés au Parti national-socialiste. Seuls quelques-uns avaient été recrutés directement de la police ou de l'armée. Il comptait également une poignée d'Autrichiens adorateurs de Hitler, dont les convictions politiques les avaient obligés à quitter leur patrie et à s'installer en Allemagne. Pour Dietrich, il était important de se différencier des SS. Étant une formation directement liée à la figure du Führer, ils voulaient disposer de leurs propres termes et nomenclatures. C'est pourquoi ils obtinrent l'autorisation de Himmler d'utiliser divers termes liés à l'armée, abandonnant ceux de la Schutzstaffel. Ainsi, ils abandonnèrent des termes comme Sturmbahn et Sturm pour utiliser des mots comme bataillon ou compagnie. Le 30 juin 1934 ne fut pas une date quelconque pour ces forces hitlériennes. Ce jour-là, elles devinrent une pièce cruciale pour la répression du putsch de Röhm et furent directement responsables de la mort de centaines d'ennemis du nazisme, dans qui est devenu connu sous le nom de la Nuit des longs couteaux. Ce jour-là,
Hitler mit en œuvre un plan pour s'emparer de toutes les structures de l'État allemand. Ainsi, la Leibstandarte collabora à l'assassinat des critiques de son régime et des personnalités de prestige public qui s'opposaient à son chemin vers la domination mondiale. Des centaines de prisonniers furent emmenés à la caserne de la Leibstandarte, qui devint une chambre de compensation de prisonniers et de cadavres indésirables. Après la saison des exécutions, les forces répondirent aux attentes de Hitler, qui n'hésita pas à promouvoir Dietrich au poste de SS Obergruppenführer. En outre, il promut également à un grade supérieur tous les membres de la Leibstandarte ayant participé activement au putsch de Röhm. En octobre 1934, les gardes de Hitler reçurent un honneur très rare pour l'époque. Alors que la majorité des forces utilisaient encore des chevaux, ils disposaient déjà de véhicules blindés. La Leibstandarte croissait dans sa formation et comptait déjà plus de 2500 effectifs, divisés en 3 bataillons d'infanterie motorisés. Non seulement ils disposaient de motocyclistes, de mortiers et de véhicules blindés, mais ils étaient également connus dans diverses villes pour leur orchestre musical acclamé. La haute considération du Führer pour sa formation préférée provoqua de sérieuses tensions avec les autres forces militaires du Reich. Le fait que la Leibstandarte soit financée directement avec des fonds publics et non avec les recettes du Parti national-socialiste contribua à ce qu'ils soient regardés avec méfiance par leurs pairs. Le désir d'atteindre une autonomie totale entrait en conflit avec leur dépendance logistique vis-à-vis de la Wehrmacht, les forces armées unifiées. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands utilisèrent 2 armes qui, avec le temps, devinrent un symbole vivant de la Leibstandarte. D'une part, la mitrailleuse Maschinengewehr 42, plus connue sous le nom de MG42. Cette arme, créée en 1942, avait pour mission de remplacer la MG34 comme mitrailleuse officielle de l'armée, car cette dernière représentait un coût économique élevé dans le processus de fabrication. La MG42 était capable de tirer jusqu'à 1800 cartouches par minute avec une grande efficacité, et de plus, elle était peu coûteuse, rapide à fabriquer et extrêmement fiable. Il convient de rappeler que la MG34 ne tirait que 850 cartouches par minute. Dans les couloirs des bunkers, elle fut surnommée « scie circulaire » et « moissonneuse de Hitler ». Une autre de ses qualités les plus précieuses était sa capacité d'adaptation facile à tout type de terrain. Ni la boue, ni la poussière, ni la neige ne pouvaient l'empêcher de fonctionner de manière optimale. La MG42 pesait 11,6 kg avec bipied. Pour le tir soutenu, elle était ajustée sur le trépied Lafette 42, spécialement créé pour l'occasion, qui pesait 20,5 kg. La mitrailleuse disposait d'un système d'action par recul de masse et tirait des cartouches de calibre 7,92 mm Mauser. Pour utiliser cette mitrailleuse, une équipe de 3 personnes était nécessaire. Un sous-officier, occupant la position de tireur, un observateur et, enfin, un chargeur, qui devait tenir les bandes et alimenter l'arme lorsqu'elle était à court de cartouches. Cependant, une vertu cache toujours un défaut, et, dans ce cas, la cadence de tir élevée de la MG42 se transformait facilement en une consommation excessive de munitions. De plus, cette vitesse de tir provoquait une surchauffe excessive du canon. C'est pourquoi la figure du chargeur était cruciale, car il devait le remplacer avec une extrême prudence et urgence de temps en temps. Quoi qu'il en soit, aucune précipitation n'était suffisante, car le changement n'était jamais assez rapide, permettant aux ennemis d'attaquer ceux qui s'occupaient de la MG42. Malgré sa qualité, la MG42 avait une certaine prévisibilité, et les soldats alliés étudièrent minutieusement ces détails pour en faire un des plus grands points faibles de ceux qui portèrent cette arme. En fait, l'armée des États-Unis créa des films d'entraînement dans le but d'aider ces soldats à faire face à ces défauts, mais aussi pour diminuer ses vertus. Pendant les 3 années où cette mitrailleuse participa à la guerre, plus de 40 000 unités furent fabriquées et elle eut des versions de marques populaires comme Mauser ou Grossfuss. Cependant, en raison de la pénurie de matériaux en Allemagne, en 1944, une nouvelle version appelée MG42 ou MG45 fut créée, avec un acier de moindre qualité et un poids de 9 kg.
Cette adaptation de la MG42 fut développée en priorité pour augmenter la cadence de tir. La MG42 inspira également la MG3 allemande et la M60 américaine, qui comportait la modification du mécanisme d'alimentation par bande de la MG42. D'un autre côté, nous parlerons du STG-44, connu comme le père des fusils d'assaut. Cette arme, qui a été protagoniste de dizaines d'attaques de la part de la Leibstandart, est également connue sous le nom de Sturmgewehr 44 ou MP44. Elle se caractérisait par la combinaison des caractéristiques des fusils semi-automatiques et des mitraillettes. Elle pouvait atteindre des cibles éloignées ainsi que des courtes distances lors de combats urbains. Elle était également capable de fournir un tir de mitrailleuse légère. Jusqu'à son arrivée, la majorité des soldats allemands disposaient de mitraillettes ou de fusils à verrou. Peu possédaient des fusils semi-automatiques. L'acquisition du STG-44 visait à contrebalancer le danger des mitraillettes soviétiques PPS-43 et PPSH-41. Elle disposait d'un sélecteur de tir, permettant d'alterner entre mode automatique ou semi-automatique. Cela signifiait qu'elle avait une grande adaptabilité pour devenir un fusil de précision à tir unique ou également une mitrailleuse d'assaut efficace avec une grande précision, un grand dommage et une grande vitesse. Elle utilisait une cartouche de 7,92 par 33 Kurz, différente du 7,92 par 57 des fusils standards. La vitesse de la balle était de 647 mètres par seconde. L'une des qualités qui la différenciait de tout autre fusil ou mitraillette était le Krummlauf. Il s'agissait d'un canon courbé avec un mécanisme de visée périscopique permettant de tirer en toute sécurité autour des coins. Ce canon avait différentes variantes, telles que 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Malgré ses vertus, l'un de ses plus grands défauts était sa puissance et sa portée moindre que les fusils de l'époque. À la fin du conflit, les forces allemandes avaient fabriqué plus de 425 000 MP44. En 1938, la Leibstandart a joué un rôle crucial dans l'annexion de l'Autriche à l'Empire nazi. Ils parcoururent 1000 km en 48 heures. Parmi d'autres activités, ils traversèrent Linz pour former une garde d'honneur pour le Führer et continuèrent ensuite jusqu'à la ville de Vienne, où ils participèrent aux festivités triomphales. Tout cela fut réalisé avec la pleine collaboration de l'armée. Quelques mois plus tard, ils firent de même pour occuper les Sudètes, puis annexer la Bohême et la Moravie, conquérant ainsi l'admiration totale d'Adolf Hitler. L'année 1939 était arrivée, et la Leibstandart était déjà un régiment d'infanterie complet, avec 3 bataillons d'infanterie, un groupe d'ingénieurs d'élite, un bataillon d'artillerie et de petites unités auxiliaires anti-chars. Après leur succès dans les différents objectifs territoriaux qu'Adolf Hitler avait proposés dans son plan de conquête, les jeunes forces nazies furent renommées Régiment d'infanterie motorisée Leibstandart SS Adolf Hitler. Cependant, alors qu'il semblait que la reconnaissance était suffisante, l'ascension de la Leibstandart n'avait pas de limite. Pendant la campagne de Pologne, Dietrich reçut l'ordre d'annexer ses forces au 13e corps d'armée en tant que partie du corps d'armée sud adjoint à la 17e division d'infanterie, dont il couvrit le flanc pendant l'avancée de l'attaque méridionale. Les affrontements avec les forces de cavalerie polonaises furent brutaux. Malgré les pertes subies, les forces hitlériennes réussirent à repousser la 28e division d'infanterie et la brigade de cavalerie Wolinska. Une fois cet exploit accompli, ils furent envoyés dans la région proche de Varsovie avec la 4e division Panzer du général Reinhardt, où ils collaborèrent aux opérations de siège des unités polonaises. Un an plus tard, la Leibstandart fut de nouveau agrandie pour devenir un régiment d'infanterie motorisé complet. De plus, une batterie d'artillerie automotrice fut annexée. Hitler, satisfait de leurs actions, ignora sa préoccupation quant à la facilité avec laquelle les forces de Dietrich accumulaient des pertes en combat et les envoya à la frontière avec les Pays-Bas pour lancer l'opération Fall-Gelb, qui s'avéra être l'invasion de la France, des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Belgique. Leur contribution fut vitale, car il leur fut attribué la tâche fondamentale de capturer un pont sur l'Yssel et de se connecter avec la compagnie du général Stüden, les Fallschirmjäger qui se déplaceraient de Rotterdam. Une fois l'invasion commencée le 10 mai 1940,
La Leibstandarte couvrit plus de 75 km de frontières, captura le pont prévu et se battit pendant 5 jours jusqu'à la reddition néerlandaise. Ce fut alors qu'ils rejoignirent la réserve du groupe d'armée B. Après la contre-attaque des forces britanniques, ils furent envoyés en première ligne avec pour objectif de maintenir le périmètre autour de Dunkerque et de réduire la taille du secteur où des centaines de milliers d'Alliés étaient encerclés. Cependant, toutes les nouvelles n'étaient pas bonnes. Après avoir ignoré les ordres de Hitler d'arrêter l'avancée, ils poursuivirent l'attaque en éliminant les positions d'artillerie britanniques sur les hauteurs de Wattenberg. Cette décision leur coûta un grand nombre de pertes, leur plus grande faiblesse étant leur haute exposition aux blessures fatales. En décembre 1940, ce fut le Führer lui-même qui parla aux soldats, cherchant une réaction positive. « Quel sera mon destin, mes hommes de la Leibstandarte? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Vous serez en première ligne de chaque action. Tant que vous aurez l'honneur de mener le combat à l'avant du Reich, c'est aussi un honneur pour vous qui portez mon nom de mener le combat. » En février 1941, l'Italie commença son incursion en Grèce. À la surprise de Benito Mussolini, l'armée grecque réussit à contenir l'adversaire et à les repousser vers la frontière albanaise. Pour cela, le dictateur italien contacta le Führer pour demander des hommes capables de ce type de circonstances. Hitler n'hésita pas et envoya la Leibstandarte, qui participa au combat du col de Clydie. Là, ils subirent plus de 320 pertes. Quelques jours plus tard, ils répondirent de manière satisfaisante lors d'intenses affrontements dans la ville de Kastoria. Le 22 juin de la même année, la Leibstandarte accompagna la 1e armée Panzer et la 5e division Panzer SS Viking dans la complexe opération Barbarossa, plus précisément à Rostov. Là, le scénario fut défavorable pour l'Allemagne hitlérienne et ce ne fut pas différent pour la Leibstandarte. Après une grande quantité de victoires, ils goûtèrent pour la première fois à l'amertume d'une défaite cuisante. Bien qu'une des faiblesses de ces troupes fût leur facilité à accumuler des pertes, leur incursion en Union soviétique fut véritablement marquée par la rigueur de la mort. En seulement 2 ans, ils subirent la perte de plus de 22 soldats et officiers. Himmler n'eut d'autre choix que de désigner des effectifs étrangers pour combler les vides. En 1942, les formations de la Leibstandarte, ainsi que les éprouvés Das Reich et Totenkopf, furent retirées de la ligne de front et réorganisées en tant que panzergrenadiers en France, où elles restèrent jusqu'en 1943. Après un intervalle, elles retournèrent sur les terres de Staline, où elles eurent une action notable en reprenant Kharkov, dirigé par le jeune commandant Joachim Peiper. Quelques jours après cet exploit, avec la 7e compagnie Panzer de von Ribbentrop, elles partirent pour la ville de Belgorod. Au début de l'offensive de Koursk, les troupes hitlériennes réussirent à résister à une puissante attaque de l'armée rouge, qui disposait de plus de 600 chars. En 1944, elles participèrent à la bataille de Korsun-Tcherkassy, où elles aidèrent la Wehrmacht à sauver 2 corps du groupe d'armée sud, qui avaient été complètement encerclés par les forces du 1er et du 2e front ukrainien. Bien que le sauvetage fût un échec, elles réussirent à sauver plusieurs dizaines de camarades. Le 6 juin de la même année, la Leibstandarte fut envoyée pour collaborer à la défense de la Normandie, après le débarquement allié. Bien qu'elle fût considérablement décimée, elle réussit à gérer l'attaque avec solidité. Après avoir participé au massacre de Malmedy, le fameux crime de guerre où plus de 80 soldats américains périrent, la dernière participation de la Leibstandarte eut lieu. En 1945, elle combattit lors de l'offensive du lac Balaton, au cours de laquelle l'armée allemande réalisa son dernier assaut contre l'Union soviétique. Certains soldats de cette division combattirent dans la bataille de Berlin sous les ordres d'autres escadrons, avant de se rendre et de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Au fil des années, la Leibstandarte a compté d'importants officiers. L'un d'eux fut le déjà mentionné Joseph Sepp Dietrich. En 1923, il participa au putsch de Munich. 5 ans plus tard, il rejoignit le parti nazi et devint rapidement le chef de la garde de Hitler. Après avoir gagné la confiance de son chef, il monta dans la hiérarchie de l'organisation et fut même autorisé à dormir dans les bureaux de la chancellerie. À 38 ans, en 1930, il fut élu député du Reichstag.
Un an plus tard, il devint SS-Gruppenführer et fut ensuite promu Obergruppenführer. Après la fin de la guerre et l'échec de l'offensive, Hitler ordonna à Dietrich et à ses hommes de rendre leurs brassards, ce que Sepp refusa de faire. Le 8 mai, il se rendit aux troupes américaines. Pour sa part, Wilhelm Mohnke rejoignit le parti nazi en 1931 et fut admis dans la Leibstandarte quelques années plus tard. Le 7 septembre 1939, il fut blessé pendant la campagne de Pologne et, après une brève convalescence, il reçut la médaille des blessés, la croix de fer de 2e classe et par la suite de 1re classe. Son ascension ne tarda pas à arriver et, un an plus tard, il dirigea la 5e compagnie du 2e bataillon du régiment Leibstandarte pendant la bataille de France. Certaines sources affirment que Mohnke participa au massacre de Wormhout, où 80 prisonniers de guerre français et britanniques furent tués. En 1941, après sa participation à la campagne des Balkans, de mauvaises nouvelles ébranlèrent le sourire du prestigieux officier allemand. Une attaque d'un avion yougoslave atteignit directement sa jambe. Bien que les médecins aient suggéré l'amputation urgente du membre, il s'y opposa, mais ne put éviter qu'une partie du pied soit coupée. Pendant sa convalescence, il reçut la croix allemande en or. À la fin de la guerre, après avoir occupé divers postes de commandement dans l'armée, Mohnke fut envoyé à Moscou, où il fut interrogé et maintenu en isolement solitaire pendant 6 ans. Par la suite, il fut transféré à la prison de Lubyanka, puis au camp de prisonniers de Volkovo, où il resta jusqu'en 1955. Un autre qui reçut des ordres similaires à ceux de Mohnke fut le SS-Brigadeführer Otto Kumm, qui eut l'honneur d'être nommé commandant de la Leibstandarte le 15 février 1945. Il fit 16 débuts à ce poste lors de l'opération Réveil du printemps, qui commença le 6 mars de la même année. Il ordonna à ses hommes d'attaquer de la Hongrie en direction du front oriental. En raison des ambitions de cette mission, et malgré les progrès initiaux, l'échec arriva plus tôt que prévu. Sa prochaine destination fut l'offensive de Vienne, où il n'eut pas plus de succès que lors de son intervention précédente. C'est là que Kumm se rendit aux forces britanniques, avec ses hommes. Après la fin du conflit, Kumm devint un homme d'affaires prospère. En 1951, il fonda la HIAG, une organisation de vétérans des Waffen-SS. L'objectif principal de cette association était de fournir une assistance aux anciens camarades et de mener des campagnes pour réhabiliter leur statut légal en CE qui concerne leur pension. Dans les années 60, la HIAG comptait 70 000 membres. Cependant, plusieurs années plus tard, l'antagonisme politique provoqua une crise interne et, en 1992, elle fut démantelée. Au sein de la Leibstandarte, il y avait d'autres membres éminents. C'est le cas de Joachim Peiper, déjà mentionné. En 1933, à l'âge de 18 ans, il rejoignit les jeunesses hitlériennes. Après quelques mois satisfaisants, il se porta volontaire pour la cavalerie SS, sous le commandement de Gustave Lombard. La spécialité de cette organisation était le meurtre de masse des Juifs en Union soviétique. Là, ils perpétrèrent plusieurs massacres, comme celui des marais de Pripyat. Peiper fut rapidement promu, et après avoir reçu le grade de Sturmmann, son talent militaire fut rapidement reconnu par les hautes sphères. En 1938, après un an de formation à la SS Junker, Heinrich Himmler le contacta pour lui offrir d'être son assistant. Peiper se montra à la hauteur de la situation et, en 1940, il fut nommé chef de peloton d'une des unités du régiment motorisé de la Leibstandarte. Après avoir mené avec succès la capture de son peloton lors d'une bataille d'artillerie ennemie dans le sud de Valenciennes, il fut décoré de la croix de fer de 2e classe. Quelques mois plus tard, il reçut la même distinction, mais cette fois-ci de 1re classe. De plus, il fut promu SS Hauptsturmführer, mais les récompenses n'étaient pas seulement de nature militaire. Il reçut également une voiture de sport française de haute qualité pour l'époque. Après son passage à la Leibstandarte, Peiper reprit ses activités en tant qu'assistant de Himmler. Avant de prendre sa retraite, il fit ses adieux à sa formation. Nous avons dû avoir la dureté, cela doit être dit et oublié rapidement, pour fusiller des milliers de Polonais distingués. En outre, il reconnut ses hommes après avoir effectué des exécutions douloureuses, transporté des personnes et éliminé des femmes hystériques et en pleurs pour nettoyer des terres étrangères avant l'invasion.
Après une visite en Espagne pour interagir avec Francisco Franco le 1er novembre, Peiper fut nommé premier assistant de Himmler. Après plusieurs incursions dans différents pelotons, en 1941, Peiper fut réintégré à la Leibstandarte pour collaborer à la lutte sur le front de l'Est en tant que commandant de chars. À son retour dans ses troupes hitlériennes, Peiper obtint des victoires mémorables qui se soldèrent par la perte de dizaines de chars et des pertes parmi l'infanterie des Waffen-SS. En 1943, il dirigea son peloton lors de la 3e bataille de Kharkov. Là, ils subirent la perte non seulement de leurs hommes, mais aussi de la majorité de leur corps médical. Après avoir appris que les partisans et les soldats soviétiques avaient brûlé 2 camions d'essence et tué 25 Allemands, Peiper ordonna de brûler tout le village de Krasiana Poliana, en Pologne. SS Action et celle de son unité lui valurent le surnom de bataillon lance-flammes. Ce surnom provient de l'incendie brutal perpétré. De plus, Peiper reçut la croix allemande en or. Sa renommée en tant qu'amateur de massacres et de punitions généralisées ne tarda pas à croître. Un ancien commandant de la Leibstandarte, dont l'identité est inconnue, fut capturé au sud de Falaise, en France. Lors de son interrogatoire par les Alliés, lorsqu'on lui demanda à propos de Peiper, il avoua l'avoir vu particulièrement impatient d'exécuter l'ordre de brûler les villages. En effet, Peiper déclara même que « Notre réputation nous précède comme une vague de terreur et c'est l'une de nos meilleures armes. Même le vieux Gengis Khan nous aurait engagés avec joie comme assistants. » La carrière de Peiper était en pleine ascension, atteignant des succès des plus inattendus. Non seulement il eut l'honneur d'être décoré de la croix de chevalier, mais la propagande nazie le présentait comme un leader militaire exemplaire, et Himmler lui adressa des félicitations spéciales lors d'une émission de radio. « Félicitations du fond du cœur pour la croix de chevalier, cher Jochen, je suis fier de toi. » Dans le Das Schwarze Korps, le journal officiel des SS, les pages montraient un homme qui n'était pas seulement une référence, mais aussi le maître de la situation dans toutes ses phases. Il valorisait ses décisions rapides, car elles garantissaient la victoire grâce à ses ordres audacieux et peu orthodoxes. Il mentionnait son don de leader né, doté du plus haut sens des responsabilités pour la vie de chacun de ses hommes. En 1944, lorsque les Alliés déployèrent tout leur arsenal, Peiper commença à perdre son calme. Il était étrange de le voir combattre en première ligne, comme il le fit lorsque, avec ses hommes, il tenta de stopper l'opération Cobra américaine. Une défaite aussi importante déstabilisa le leader allemand, qui eut une crise de nerfs angoissante l'obligeant à se retirer du commandement. Les dernières apparitions de Peiper eurent lieu en Hongrie, au début de 1945, dans le cadre de l'opération Southwind et de l'opération Spring Awakening. Son style agressif lors des attaques causa de nombreuses morts parmi l'ennemi, mais aussi au sein de l'armée allemande. Le 8 mai, le haut commandement ordonna à la Leibstandarte de se rendre aux Américains. Peiper choisit d'ignorer les directives et tenta de fuir vers l'Allemagne, en quête d'une nouvelle destination. Le 22 mai, il fut capturé par les Alliés et, après des procès et des interrogatoires, fut envoyé à la prison de Freising, en Haute-Bavière. En 1976, Peiper fut assassiné à son domicile par un groupe d'antinazis. Une figure clé dans les succès de Peiper fut, sans aucun doute, son assistant Werner Wolf. Leur lien commença pendant la bataille de Kursk, après que Wolf, membre du 2e bataillon du régiment de grenadiers Panzer SS, eut détruit plusieurs chars sans aucune aide et refusa ensuite de se rendre face à l'attaque russe. En novembre 1943, il combattit aux côtés de la Leibstandarte et fut blessé à la cuisse, ce qui nécessita l'amputation de la jambe. Cependant, au moment de l'intervention, Wolf pointa son arme vers le médecin et le mit en garde qu'il n'était en aucun cas disposé à perdre sa jambe. Après une discussion tendue incluant des tirs de Wolf vers le sol, il réussit à éviter l'amputation. À la surprise de beaucoup, Wolf se remit de sa blessure et put retourner sur le champ de bataille. Au cours de ses années de carrière militaire, il reçut plusieurs distinctions. En plus de recevoir la croix de chevalier, il fut honoré par la liste d'honneur de la Wehrmacht pour ses actions lors de la défense de Tilly pendant la campagne de Normandie. Le 19 mars 1945, Wolf participa à un affrontement lors de l'offensive du lac Balaton et, après avoir reçu un impact inattendu,
il perdit la vie à l'âge de 22 ans. Une autre personnalité importante liée à la Leibstandart était Rudolf von Ribbentrop. Au début de la Seconde Guerre mondiale, à 18 ans, il s'est engagé comme simple soldat dans le régiment d'infanterie SS Deutschland et a combattu sur le front de l'Ouest. En 1943, il a été affecté à un régiment panzer de la division Leibstandart SS Adolf Hitler et sa première mission a eu lieu lors de la troisième bataille de Kharkov. Pour son courage et son honneur, il a reçu la croix de chevalier. Après la fin de la guerre, Ribbentrop a passé plus de 3 ans sous la garde américaine, française et britannique. Après que les accusations portées contre lui n'aient pas été prouvées, il a été libéré. Il est rapidement devenu un commerçant de vin prospère. Ribbentrop est décédé le 20 mai 2019, à l'âge de 98 ans. Enfin, examinons la vie d'une figure éminente de la Leibstandart, Michael Wittmann. En 1934, il s'est engagé dans l'armée allemande et, après avoir rejoint la SS, a été affecté à la Leibstandart. Une de ses participations les plus importantes a eu lieu sur le front de l'Est lors de l'opération Barbarossa en 1941. Sa mission là-bas était de commander un canon d'assaut Sturmgeschütz III et plus tard, un Tiger PI. Ses réalisations ont été remarquables et il a été nommé chef de peloton lors de la bataille de Kursk. Rien que lors de son premier jour, il a détruit 8 chars et 7 canons anti-chars. Quelques jours plus tard, les choses se sont mal passées pour Wittmann lorsque son véhicule est entré en collision avec un char soviétique T-34. En 1943, son efficacité n'a pas diminué et, fraîchement arrivé dans la ville de Jytomyr, il a détruit 10 chars T-34 et 5 canons anti-chars. Un an plus tard, les honneurs ont commencé pour Wittmann. Il a non seulement reçu la croix de chevalier, mais aussi les feuilles de chêne des mains d'Adolf Hitler, qui lui ont été décernées pour son exploit où il a détruit environ 120 chars. En avril 1944, avec la compagnie Tigre, il a été envoyé au bataillon Panzer lourd SS 101 pour rejoindre ensuite le 1er corps Panzer SS, dont Wittmann a été nommé commandant de la 2e compagnie. À ce moment-là, il a été promu au grade de SS Oberturmführer. Lors d'une de ses premières incursions cette année-là, Wittmann a détruit plusieurs chars britanniques sur la route nationale 175, en France. Loin de mettre fin à sa marche, il a détruit un grand nombre de chars, de transporteurs de troupes et de divers véhicules de combat. Après être devenu un héros, la propagande nazie n'a pas tardé à construire une image toute puissante de Wittmann, dans le but d'être idolâtré dans chaque ville allemande. C'est le commandant lui-même qui a accordé des interviews radiophoniques exagérant ses exploits. Des photographies de fausse grandeur sur la destruction de la ville française de Villers-Bocage ont également été publiées. Le 8 août 1944, les forces canadiennes ont lancé l'opération Totalise. Lors d'une des attaques brutales, 4 chars de la compagnie Tigre ont été détruits. Wittmann était dans l'un d'eux. Le projectile a traversé la coque du char et a enflammé les explosifs. Le feu était si intense qu'il a incendié le char et fait exploser la tourelle. Lors de cette attaque, Michael Wittmann a perdu la vie.